Donc je vais vous faire une présentation sur les douleurs persistantes ou récurrentes après exérèse d'hernie discale lombaire. Donc en pratique, après une chirurgie d'hernie discale lombaire, les gens récupèrent une forme physique normale et peuvent reprendre une activité sportive normale au bout de 3 mois. Malheureusement, il y a certains patients pour qui ce n'est pas le cas. En gros, il y a 2 types de douleurs. Il y a le patient qui va vous dire « j'ai mal à la jambe » et le patient qui va vous dire « j'ai mal au dos ». Le « j'ai mal à la jambe, docteur ». Alors, le plus souvent, c'est une inflammation radiculaire post-opératoire assez classique. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on opère, donc là, on aperçoit le fourreau dural, ici on a la racine, on récline la racine. Donc le fait de récliner la racine va créer un mini-traumatisme sur la racine, et puis on voit qu'il y a une grosse inflammation périradiculaire au niveau du disque qui peut générer des douleurs supplémentaires. En gros, quand on enlève la hernie, on a un effet décompressif sur la racine, donc il y a un soulagement immédiat, mais on crée une inflammation supplémentaire qui peut expliquer que la douleur peut être réactivée quelques jours après la chirurgie. Donc c'est très classique, il faut rassurer le patient, lui dire c'est banal, vous inquiétez pas, prenez bien les médicaments qu'on vous a prescrits, il y a toutes les chances que ça s'améliore et que la douleur disparaisse au bout d'1 mois après la chirurgie. Deuxième type de douleur, la récidive. Alors la récidive déjà elle nécessite un intervalle libre, donc c'est un patient qui allait très bien et qui installe dans un second temps de nouveau une douleur radiculaire. Le taux, c'est quand même 5 à 15%, donc c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel. Donc le patient, voilà, il a de nouveau une douleur radiculaire qui s'installe. Ça peut correspondre à une inflammation radiculaire post-opératoire, mais quand ça dure un peu trop longtemps, on va demander une IRM. L'IRM post-opératoire est difficile d'interprétation, ce qui fait que quand on a un doute, on demandera également un électromyogramme. Donc là, sur l'IRM post-opératoire, on voit une récidive d'hernie discale très franche, mais en fait, il est difficile de faire la part des choses entre la cicatrice post-opératoire classique et la récidive. Donc c'est l'injection de gadolinium qui permet de faire la différence entre les deux. Ce qui prend le gadolinium, c'est de la cicatrice, et ce qui reste sans gadolinium, c'est la récidive d'hernie discale. Je ne m'étends pas là-dessus puisque c'est le topo d'Antoine Roule. Enfin, troisième type de douleur, la douleur neuropathique. Alors, la douleur neuropathique, elle s'intègre dans le Fight Back Syndrome Surgery, donc c'est des douleurs persistantes ou récurrentes après un traitement chirurgical. C'est 10 à 40% des patients, donc c'est assez important. La douleur, elle est différente, elle a une tonalité différente, donc c'est une douleur dans le membre inférieur à type de brûlure, de sensation de froid douloureux. On va avoir des décharges électriques, on va avoir toutes ces sensations bizarres de fourmillement, de picotement, d'engourdissement, de démangeaison. On peut avoir une hypoesthésie au tact, une hypoesthésie à la piqûre et une douleur aggravée par le frottement. Donc c'est les dysesthésies, c'est les gens qui vous disent « Ah, je ne supporte pas le drap sur la jambe ». Ça, c'est typique d'une douleur neuropathique. Ce petit questionnaire nous permet d'avoir une idée. Si on a plus de 4 sur 10, c'est très en faveur d'une douleur neuropathique. Donc pour le traitement de la douleur neuropathique, on va donner les traitements classiques que sont les antiépileptiques. Ce qui est important, c'est que les douleurs neuropathiques sont d'autant plus fréquentes qu'on a laissé évoluer les symptômes. Donc, plusieurs études montrent que le devenir est moins favorable si la durée d'évolution est supérieure à 8 mois, si elle est entre 6 et 12 mois. Là, sur cette étude de 2019, donc 81% des patients qui ont une douleur de sciatique depuis plus de 3 mois sont améliorés, alors que ça tombe à 57% si les patients ont mal depuis plus de 3 ans. Donc il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent que le bénéfice de la chirurgie décroît avec la durée d'évolution des symptômes. Donc en pratique, quand on voit un patient qui a une sciatique, c'est important de lui dire oui, effectivement, il y a 85% de chances que la douleur passe au bout de 6 semaines et que la hernie se résorbe toute seule. Mais il faut aussi à un moment savoir aller à la chirurgie et ne pas trop attendre en lui expliquant que si on attend trop longtemps, on augmente le risque de douleur neuropathique. La douleur neuropathique est une douleur donc difficile à traiter, on met les antiépileptiques. Ce n'est pas non plus des malades à qui on doit dire il n'y a plus rien à vous proposer. En dernier recours, on peut proposer la stimulation médulaire. Donc la stimulation médulaire va consister à aller positionner une électrode, alors soit une petite électrode par voie percutanée, soit une électrode chirurgicale, qu'on va aller positionner sur la partie postérieure de la moelle. Et là, donc sur cette coupe anatomique de la moelle, la partie antérieure est ici, la partie postérieure est ici. L'électrode va être posée sur les faisceaux graciles et cunéiformes, dont va activer le tact protopathique et donc va nous donner des fourmillements dans la jambe qui vont permettre d'inhiber le passage de l'information douloureuse. Donc c'est une technique, donc on met l'électrode sur les cordons postérieurs de la moelle et on a des câbles qui se relient jusqu'à un boîtier qui est en général posé à la partie haute de la fesse avec un système de recharge du boîtier. C'est une technique qui, ça ne fait pas des miracles, mais ça permet quand même de bien améliorer ces patients qui sont très difficiles à traiter. Alors, la grande question de la fibrose. La fibrose, mythe ou réalité, c'est un petit peu compliqué de conclure. En fait, dans cette étude de 2005, ils ont repris 45 patients qui avaient une chirurgie lombaire et qui gardaient une douleur radiculaire.
À cette époque, on faisait des neurolyses, donc on réopérait pour aller enlever la fibrose autour du nerf. Donc ils ont fait des rechirurgies à type donc, de neurolyse et des patients à qui ils ont mis une stimulation médulaire épidurale. Si on évalue à 2 ans, on a une amélioration supérieure à 50% dans 47% des patients qui ont une stimulation médulaire épidurale, contre 11% des gens à qui on est allé faire cette neurolyse. Donc en pratique, on ne fait plus de neurolyse. Là, c'est une image typique, donc on voit la racine de ce côté-ci avec une prise de contraste autour. C'est une image typique de fibrose post-opératoire, mais en fait, a priori, la fibrose ne fait pas mal. S'il y a une douleur dans la jambe, soit c'est une récidive, soit c'est une douleur neuropathique. Mais la fibrose, c'est une cicatrice à l'intérieur, comme il y a une cicatrice au niveau du dos. Gardez à l'esprit les pseudosciatiques. Alors les pseudosciatiques, ça va être ces douleurs de sacroïléite, de syndrome du piriforme, du muscle obturateur interne, les tendinites du moyen fessier. Donc c'est des douleurs qui ressemblent à des sciatiques, mais qui ne sont pas en rapport avec une hernie discale. C'est pour ça qu'on les appelle les pseudosciatiques. Pour faire la différence, c'est essentiellement la clinique. Alors l'importance des signes des sciatiques en rapport avec les hernies discales, c'est signe de Laseg, donc qu'on retrouve dans 83% des cas de sciatiques en rapport avec une hernie discale, et l'impulsivité de la douleur aussi, qui est un très bon signe. Les douleurs peuvent être associées, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a fait une sciatique en rapport avec une hernie discale, on a enlevé la hernie discale, il a encore une douleur après, mais en fait c'est un piriforme. Donc c'est vraiment la clinique qui va nous permettre de conclure. Deuxième grand type de douleur, le patient qui vous dit « j'ai mal au dos ». Donc la lombalgie post-opératoire, elle est tout à fait classique. Là, c'est donc une photo de chirurgie. On a donc la graisse sous-cutanée, l'aponévrose et le muscle qu'on récline pour arriver à l'espace intermyolamaire. Donc on aperçoit sur cette coupe, c'est la réclinaison musculaire. Effectivement, les études montrent qu'il y a une élévation des enzymes musculaires qui est proportionnelle à la force, à la durée d'écartement, qu'on a des altérations sur les IRM post-opératoires et que c'est corrélé avec la lombalgie, et que la pression engendrée par les écarteurs est responsable d'une ischémie musculaire. Donc, c'est l'intervention qui, en désinsérant les muscles, crée des douleurs lombaires. Donc, il faut mettre des médicaments pour soulager ces patients, pour bien lutter contre la contracture qui s'auto-entretient, proposer de la kiné, en dernier recours un médecin rééducateur. Gardez à l'esprit la spondylodicite. Alors, la spondylodicite, c'est une lombalgie, mais c'est une lombalgie qui est très intense. Il peut y avoir de la fièvre, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fièvre que ce n'est pas une spondylodicite. On va prescrire un bilan biologique qui peut également être normal. Et on va bien entendu demander une IRM. Sur l'IRM, donc on va avoir des discopathies inflammatoires et surtout ces érosions vertébrales. Et en cas de doute, on fera une ponction sous scanner à la recherche d'un germe pour proposer un traitement antibiotique spécifique. Alors, le taux de 1%, c'est le taux d'infection post-opératoire. C'est heureusement pas à chaque fois une spondylodicite, mais on va faire à chaque fois un traitement antibiotique extrêmement poussé, justement pour éviter les spondylodicites et les atteintes méningées. Et enfin, la lombalgie post-dissectomie. Alors, c'est une lombalgie classique, mais qui dure dans le temps. Donc, on fait les traitements classiques, les antalgiques, le kiné. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir si cette lombalgie, elle est engendrée par la chirurgie ou si c'est une évolution naturelle. Et cette étude montre que la prévalence des dégénérescences discales va augmenter chez les patients qui sont traités médicalement. Donc, en fait, c'est plus une évolution naturelle de la maladie chez des gens qui ont une fragilité au niveau lombaire, qui va se traduire en IRM donc par une discopathie inflammatoire type modique 1, donc avec un hyposignal T1 et un hypersignal T2. Alors, on fait une prise en charge médicale complète, avec vraiment on pousse la prise en charge en rééducation. On peut proposer une infiltration intradiscale à visée test. Et en dernier recours, on proposera une arthrodèse lombaire ou une prothèse discale pour soulager ces patients, ce qui permet d'avoir de très bons résultats dans ces lombalgies post-dissectomie. En conclusion, ce qui est très important, c'est de donner des informations préopératoires claires. Il faut expliquer aux patients que la chirurgie de la hernie discale, elle améliore la radiculalgie, mais elle ne va pas améliorer la lombalgie. Moi, je leur dis souvent, on ne va pas vous refaire un dos à neuf, ce n'est pas comme ça que ça marche. On s'aperçoit que les bons résultats vont être obtenus chez des patients actifs qui prennent conscience de la pathologie. En effet, les facteurs de risque de récidive, c'est le BMI élevé, le tabac et le diabète et l'absence d'hygiène lombaire. Donc, il y a des gens qui vont tout faire bien et qui vont récidiver, mais globalement, le patient qui prend conscience que la chirurgie de la hernie discale, c'est un épisode et qu'il faut qu'il change son mode de vie, va avoir des meilleurs résultats. C'est un peu comme l'exemple de l'infarctus du myocarde. On débouche la coronaire, mais si le patient ne traite pas son diabète, son hypertension et ne se remet pas au sport, il va reboucher ses coronaires. Quand on enlève la hernie discale, si le patient ne change pas ses habitudes de vie, le risque de récidive est plus élevé. Je vous remercie.